Épisode 2.7, une courte vidéo sur la façon de vous constituer une base documentaire personnelle. On est toujours dans le module 2, réaliser une synthèse bibliographique, et cette vidéo vient normalement après les vidéos que je vous ai montrées sur l'utilisation des moteurs de recherche généralistes et spécialisés. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir sa propre base documentaire ? Avoir une base documentaire pertinente, c'est très important et surtout facile d'accès sous la main. Donc c'est pour ça que c'est important que vous regardiez cette vidéo, parce que vous allez voir comment organiser la base afin qu'elle soit pertinente. Je vais vous donner quelques repères pour bien la constituer, et puis quels sont les documents et qu'ils soient le plus accessibles possible, que vous les retrouviez en un clin d'œil. N'oubliez pas, vous allez consulter la plupart des documents sélectionnés plusieurs fois au cours de cette rédaction du mémoire. Donc pour vous faire gagner du temps, je vous encourage vraiment à vous constituer cette base documentaire. Alors concrètement, de quoi est-ce que je parle ? En fait, c'est très simple. Une base documentaire pertinente, c'est un ensemble de documents classés que vous avez commentés, que vous avez analysés et qui sont donc triés et facilement retrouvables en cas de besoin. Donc cette base documentaire, elle peut être soit au format numérique, avec donc que des documents sous format PDF, enregistrés donc dans un répertoire sur votre ordinateur, ou bien ça peut être également un format papier, avec ici des classeurs et les articles que vous avez imprimés. Donc personnellement, je suis plutôt adepte du classeur parce que j'aime bien toucher les articles, j'aime bien les annoter, y mettre des commentaires spécifiques sur la première page pour pouvoir facilement les retrouver, stabilo beauté, etc. Voilà, donc ça c'est une question de méthode de travail et d'habitude. Vous pouvez également faire un mix, avoir par exemple tous les rapports, les gros rapports internationaux ou issus des instances académiques qui sont beaucoup trop longs à imprimer. Vous pouvez les avoir en PDF et puis par contre imprimer les articles originaux pour pouvoir plus les analyser. Voilà, c'est un petit peu comme vous le sentez. Sachez que les deux sont pertinents et de toute façon, quel que soit le format, juste faites-le. Alors, quelques repères pour faire votre base. En fait, comment est-ce que vous allez choisir ces documents ? Donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé au cours des vidéos sur les moteurs de recherche. D'une manière générale, il faut privilégier les documents issus des sites institutionnels tels que l'université, les ministères, les organisations nationales et internationales, par exemple les grands rapports de l'OMS, les associations de collecte de fonds pour les recherches, les associations de patients, les organisations non gouvernementales sont a priori des sites fiables. Ensuite, vous allez privilégier les documents matérialisés plutôt que les pages web. Donc c'est quoi un document matérialisé ? Ça peut être un article, une monographie, un rapport, un ouvrage de congrès par exemple. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'aller chercher les documents matérialisés ? Parce que les pages web, c'est pas inintéressant, on peut avoir de l'information tout à fait valable, mais les pages web, comme vous le savez, sont changeantes, on peut les supprimer, on peut les changer, donc parfois on a tout un lien sur les références bibliographiques de vos mémoires, mais la page web, quand on clique dessus, la page web n'existe plus, donc c'est un peu aléatoire, et donc on va plutôt mettre les documents type article, monographie, rapport, etc., plutôt que les pages web. Et puis enfin, privilégier les articles scientifiques originaux aux articles de vulgarisation. Souvent, alors je vous ai dit, vous commencez d'abord par regarder ce qui se passe dans Google, vous allez avoir plein de choses en français, etc. Donc tout ça c'est très bien, mais lorsqu'il s'agit de constituer votre base documentaire, vous allez plutôt aller sur les documents originaux, les documents, on va dire, la source de l'information scientifique, et ça ce sont uniquement les articles originaux ou éventuellement les synthèses bibliographiques ou reviews. Alors je vais vous montrer comment faire la distinction entre les articles originaux et les autres. En fait c'est très très facile. Un article original comporte les parties suivantes: un résumé ou abstract, une introduction
ou background, un paragraphe methods, des résultats, results, une discussion et une conclusion. Donc ça, c'est vraiment très facile de repérer les articles originaux s'ils ont cette structure. Alors, qu'est-ce qu'il faut également savoir, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un article de synthèse, hein. Souvent, vous mélangez un peu les deux. Les articles de synthèse ou reviews, ce sont en fait deux choses très différentes, hein. Donc, les deux sont valables, ce sont des articles scientifiques, mais je vais vous expliquer en fait. Vous avez par exemple ici plusieurs chercheurs qui travaillent dans un domaine et ils vont chacun publier. Donc, vous avez différentes équipes de recherche à travers le monde qui s'intéressent à un thème donné. Par exemple, si je reprends mon cas, pollution atmosphérique et grossesse, et donc je vais avoir tout un tas d'articles. Et bien à un moment donné, lorsqu'il y a beaucoup d'articles, par exemple à partir d'une dizaine, ça commence à être un peu difficile d'en sortir vraiment les informations résumées. Hein, je vais avoir des résultats là, etc., avec des méthodologies différentes, des résultats qui peuvent être contradictoires pour certains, d'autres qui vont dans le même sens. Donc, comment y voir clair? Eh bien, c'est ce que font les personnes qui rédigent des articles de synthèse. Donc, ils font une analyse de la littérature, ils récupèrent les articles originaux dans un même thème donné et ils en font un superbe résumé et qu'ils publient. Donc, c'est ça les reviews. Et c'est intéressant puisque ça apporte beaucoup de valeur à la communauté scientifique, hein. Ceux qui font les reviews sont vraiment à remercier. Ils permettent de gagner du temps. On n'a plus besoin d'éplucher les 10 articles ou les 15 ou les 20 articles. On va directement chercher l'essentiel dans la synthèse. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant comme document. Et donc, je vous invite à aller regarder les reviews, mais de préférence celles qui sont publiées en anglais, parce qu'on est quand même sur de la validation scientifique. Alors, juste pour que vous sachiez, les reviews, en fait, ce sont donc des publications, mais qui ne sont pas vraiment reconnues dans le milieu de la recherche, ou très peu en tout cas, pour aider les chercheurs à avancer dans leur carrière. On va juger et évaluer un chercheur au nombre d'articles originaux qu'il publie et non aux synthèses. Alors même si ce chercheur a apporté beaucoup de valeur à la communauté scientifique, et bien malheureusement il y a peu de reconnaissance de ce travail, et donc la plupart des chercheurs ne font pas de synthèse et font des articles originaux. Alors souvent ce sont les chercheurs les plus âgés, ceux qui n'ont plus rien à prouver, qui ont déjà fait leur carrière, etc., qui vont faire cet exercice parce qu'ils savent très bien que ça apporte énormément de valeur, hein. Il y a également une autre raison de poursuivre donc l'étude des articles originaux, hein, même si je vous ai montré l'intérêt des synthèses. Eh bien, c'est parce qu'entre le moment où la revue de synthèse est publiée, par exemple, imaginons que cette synthèse soit publiée en 2016, et donc on peut penser que les articles originaux qui ont été analysés sont par exemple publiés 2010 à 2016, et qu'on est en 2019, ok, très bien, on a la synthèse, mais on ne va pas tout à fait être à jour au niveau de la bibliographie, puisqu'il y aura certainement des articles qui seront parus après l'apparition de l'article de synthèse. Donc du coup, au minimum, ce qu'il faut faire, hein, c'est ce que je préconise aux étudiants, c'est de bien sûr tenir compte de l'article de synthèse qui a déjà mâché tout le travail, mais de lire les quelques articles qui sont publiés après la synthèse. Et donc ça, je peux vous dire que c'est important, hein. En plus, si vous en parlez avec votre directeur de mémoire et que vous lui expliquez ça, il va être très satisfait puisqu'il va voir que vous avez fait un travail très très sérieux. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un bon relationnel avec son directeur de mémoire. Alors, il se peut que malgré tout, vous hésitiez encore pour certains documents. Et donc, vous vous demandez est-ce que c'est pertinent, est-ce que parfois vous avez encore du mal à distinguer article original, article de synthèse. Une seule solution, c'est de faire appel à votre directeur de mémoire et de lui soumettre les documents sur lesquels vous hésitez pour validation. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait souvent, et moi j'encourage mes étudiants à le faire parce que franchement, parfois c'est pas évident, et même moi, des fois, j'ai du mal. Donc n'hésitez pas à solliciter votre directeur de mémoire pour ça. Vous pouvez donc soit lui en parler lors du prochain rendez-vous, soit vous pouvez lui envoyer un mail si le rendez-vous est lointain, et lui donner les liens vers 2 ou 3 références bibliographiques et lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Voilà, attention, ne faites pas 30 références bibliographiques dans un mail, là c'est sûr qu'il n'aura pas le temps de regarder, mais 1 à 3 documents, oui, je pense qu'il le fera.
Donc voilà, investissez dans la relation avec votre directeur de mémoire, c'est votre guide et donc quand on a un guide, autant en profiter. Pour finir, soit vous avez décidé d'imprimer certains articles, d'autres vous allez juste les enregistrer sur votre ordinateur et en fait après il faut les classer. Que ce soit sur un répertoire numérique ou dans un classeur, vous allez devoir classer vos articles. Et bien sûr, n'imprimez pas les gros rapports OMS, etc., uniquement les articles originaux. Alors, classez-les donc soit par ordre chronologique, par exemple, depuis 2010 jusqu'à 2019, soit vous pouvez les classer par ordre alphabétique du premier auteur, donc ça c'est aussi une façon de faire. Et puis donc après, vous les rangez soit dans votre classeur, soit dans votre répertoire informatique. Et vous pouvez également sophistiquer un peu le tri en mettant d'un côté tous les articles originaux. Maintenant, vous savez la valeur qu'ils représentent. Et puis tous les autres articles ou toutes les synthèses. Et puis une troisième catégorie, les short communication, les case reports, etc. Donc ça peut être une façon de faire un tri, on va dire, assez généraliste. Et après, dans les articles originaux, vous classez par ordre chronologique, par exemple, les rapports, les synthèses, etc., par chronologie ou par auteur. Voilà, je vous invite vraiment donc à suivre ces recommandations. Donc n'hésitez pas à amener votre classeur et votre répertoire pour montrer votre base documentaire. Je peux vous dire que l'effet sera positif vis-à-vis de votre directeur de mémoire. Eh bien, c'est à vous de vous constituer votre base documentaire pertinente. Donc, remplissez votre appel à l'action en le téléchargeant sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.